que je retiens vraiment fort, c'est pendant la traversée de l'Atlantique, quand j'avais le dernier quart de nuit où tu commences. On avait un problème de pilote automatique, donc on tenait la barre 24 heures sur 24. Et donc, tu fais 3 heures de quart à la barre qui commence sous les étoiles. Et puis, le lever du soleil. Et alors, si le vent est bon, on hissait le spi. Et donc, les moments où les trois mecs dormaient, puis j'arrivais à aller tout installer toute seule, hisser le spi, reprendre la barre au lever du soleil, c'est des moments où j'étais plutôt fière de moi. Bonjour, c'est Anne B. Tu es sur Storylifique, le podcast 100% outdoor. Ta mission ce jour, te faire du bien tout en faisant du bien à la planète. Comment ? Écoute des invités qui te parlent de leur parcours inspirant pour réveiller ton envie de vivre tes rêves. Car si eux l'ont fait, toi aussi tu peux le faire. Et simplement en écoutant, tu soutiens déjà la reforestation. Donc si ce podcast te plaît, parle-en autour de toi, car plus il y a d'oreilles, plus on plante. C'est pas beau ça ? Toutes les explications sont sur storylifique.com et dans les notes de l'épisode, tu trouveras le lien pour le partager. Damien et Aline viennent tout juste ce week-end de gagner le prix du public au festival Into the Blue, bravo à eux. Qui sont-ils ? Ce sont deux jeunes aventuriers partis pendant 2 ans pour un tour de l'Atlantique, histoire de se dépasser mais aussi de collecter des microplastiques afin que leur aventure puisse aussi servir la science. Ils sont jeunes, ils sont pétillants et ils n'ont pas froid aux yeux, même s'ils ont eu froid partout ailleurs apparemment, lors de leur retour par le nord de l'Atlantique, qui était justement le sujet de leur très chouette film, qui a remporté donc leur prix ce week-end. Et ça fait chaud au cœur après tout ce froid. Voilà, bonsoir Damien et Aline. Bonsoir. Ça fait plaisir de vous voir. Est-ce que je peux vous demander, comme à tout le monde, de commencer par vous présenter ? Donc, moi, je m'appelle Aline Flamand, je suis belge, plus bruxelloise plus précisément, et je suis architecte. Et puis, il y a 2 ans et demi, on a décidé de partir pour un projet un peu fou avec Damien, mais on vous en parlera après. D'accord, on va laisser Damien se présenter aussi. Ouais, moi j'ai 31 ans. J'ai fait des études en électromécanique et je suis passionné depuis mes 12 ans par la voile et tout ce qui touche à la mer. Et, euh, et voilà, c'est comme ça que nous est venue l'idée de notre projet dont on va vous parler durant ce podcast. Ah bon, vous allez parler... Ah bon, oui, d'accord, allez. C'est bon. Alors, est-ce que vous étiez marins depuis toujours, hein, tous les deux ? Non, moi, j'ai rencontré Damien sur un voilier, puis c'est à partir de là que j'ai commencé à apprendre la voile. Voilà, alors que moi, j'ai commencé à 12 ans D'habitude, c'est un sport de famille en fait, la voile. Et moi, c'est un ami à 12 ans qui m'a dit, on va faire un stage à Deps au lac de l'Odeur. Et puis j'en ai fait un premier, puis un second, puis un troisième. Et puis après, on n'a plus pu arrêter la machine. Bah oui, apparemment. Et alors, comment ça s'est passé votre rencontre sur un voilier alors ? C'était un des stages ou c'était... Moi, j'avais une très bonne amie à moi qui était dans le club de voile Lulic à Louvain-la-Neuve où Damien était aussi. Et donc, on a décidé de partir entre copines l'été, faire une semaine de voile en Bretagne. Puis, Damien, c'était le skipper et c'est là que tout a commencé. Ah, voilà. La naissance de votre projet alors. Comment vous êtes en arrivé au projet See the Plastic qu'on va expliciter, bien sûr. Eh ben, en fait, c'est dès cette toute première semaine de voile où on s'est rencontrés. Euh, on naviguait de nuit et puis un jour on s'est dit, mais tiens, ce serait vraiment chouette un jour d'acheter un vieux bateau, de le retaper et puis d'aller un petit peu plus loin que l'horizon, un petit peu plus loin que nos 7 jours de voile qu'on peut faire pendant une semaine de vacances. Et donc voilà, dès le début, on avait cette idée qui nous trottait dans la tête. Et puis quelques années plus tard, on s'est dit, en fait, c'est chouette d'avoir le projet, mais c'est encore mieux de le réaliser. Et Ah donc bah on oui, s'est dit, ok, vous avez ben, remarqué aussi. on va se fixer, c'était quoi, un an et demi? Un Ouais. an et demi? On s'est dit, dans un an et demi, on part. Donc, on a un an et demi pour trouver le bateau, trouver les finances qu'il faut pour partir, le préparer, etc., etc. Ouais. Et Ok. puis, à ce moment-là, quelques mois avant d'acheter le bateau, moi, je suis partie pendant 5 mois au Kenya comme bénévole en tant qu'architecte. Et en étant là-bas, j'avais beaucoup de sens dans mon métier et tout ça. Et je me disais, en fait, il faut qu'on ajoute un paramètre à ce projet de voyage. On n'avait pas juste envie de partir voyager, on avait envie que
d'y ajouter du sens. Et puis on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et étant sur l'eau, une des grosses problématiques écologiques, c'est la pollution plastique. Et donc, c'est là qu'on a lancé l'idée de notre projet Si de plastique. Ok, ok. C'est un chouette objectif. Justement, on va parler de la naissance du projet. Donc oui, ça a été visiblement une prise de conscience. Et vous avez donc 3 objectifs, c'est ça, autour du projet. Vous parlez souvent de 3 objectifs. C'est ça. On va voir si vous les connaissez encore. Ouf, ouf, ouf. Tout d'abord, c'est la sensibilisation. Donc, nous, on a eu beaucoup de chance d'être témoins de ce qui se passe dans la mer, parce que souvent, c'est très loin de ce que le commun des mortels peut voir. Et donc, en fait, on s'est rendu compte que la majorité des personnes ne se rendaient pas compte ou n'avaient pas la chance de le voir, on ne sait pas. Et donc, par notre expérience, eh ben, on a l'opportunité de raconter ce qu'on a vu et de sensibiliser à cette pollution plastique qui a des effets vraiment catastrophiques sur la nature. Et donc, grâce au projet de voyage, on peut apporter plein de chouettes souvenirs, plein de belles images, etc. Et puis, une fois qu'on a capté l'attention des gens, pouf, eh ben, on peut faire passer un petit message. Donc ça, c'est le premier objectif, c'est sensibiliser par rapport à la pollution plastique. Et le deuxième objectif, on voulait vraiment faire une action concrète par rapport à ça. Et donc, on a trouvé une association suisse qui s'appelle Ocean Eye, pour qui on est un de leurs voiliers bénévoles. Et on a donc pris des échantillons de microplastiques tout au long du voyage. Donc, ces échantillons, on les prenait avec l'aide d'un gros filet qu'on traînait sur le côté du voilier. Et après, Qui on s'appelle une envoie... Raymanta, non, je pense d'ailleurs, Ouais, non, c'est parce ça. que ça, cette espèce de grosse bouche et c'est long filet derrière, oui. Ouais, Mhm. c'est ça. Et donc, l'extrémité du filet, on pouvait la détacher, puis on l'envoyait à Ocean Eye qui allait analyser les échantillons dans leur laboratoire. Ensuite, ils ont créé des cartes et puis ils donnaient les résultats à la base de données de l'ONU, des Nations Unies, euh, pour que ce soit accessible à tout chercheur universitaire qui aurait besoin de données. Et après, grâce à ces données et ces recherches, ils font par exemple des recommandations aux États membres pour par exemple des lois contre le plastique à usage unique ou des choses comme ça. Donc ça, c'est Mhm. le deuxième objectif. Et alors, enfin, le troisième, c'était un peu le défi humain et sportif, puisqu'on a vraiment fait un tour assez long de plus de 30 000 kilomètres. Oui, on va expliquer l'itinéraire Euh, dans une seconde, oui. et puis, c'était quand même un fameux challenge déjà d'y arriver en vie. Et puis après, bah, humainement, de ne pas se taper dessus sur le bateau. Bon, ça va, comme vous êtes encore côte à côte, je pense que ça s'est pas trop mal passé au final. Oui, ça a été. Donc vous, ça a pris combien de temps en plus? Donc ça n'était pas juste une traversée de l'Atlantique. Vous avez fait, justement, on va parler de votre itinéraire. Tout le voyage a duré 2 ans et 3 mois. On a d'abord acheté le voilier en mai 2019, puis Mhm, on a fait des travaux en continuant à travailler. Et en juillet 2020, on a quitté Bruxelles avec le voilier. mhm. C'était en plein Covid, donc c'était un peu, on avait déjà Yes. retardé notre départ de 2 mois à cause des règlements. Et puis on partait en se disant, bon bah, on verra jusqu'où on arrive et si on doit faire demi-tour dans 2 mois, on fera demi-tour, mais au moins on essaye. Mhm, Et au final, ça a marché. On a réussi à s'adapter et à adapter notre parcours en fonction des règles aussi. mhm, Donc, on a été en Angleterre, en Bretagne, on a traversé le golfe de Gascogne jusqu'en Espagne, puis on a longé la côte portugaise, on a traversé vers Madère, vers les îles Canaries, et puis des îles Canaries, on a traversé l'Atlantique vers les Antilles. On a passé tout l'hiver 2021 aux Antilles. Et ensuite, en mai, on a retraversé l'Atlantique vers le nord pendant 2 semaines jusqu'à New York. Et puis là, on a pris un parcours un peu différent. On a pris les rivières et les canaux à travers la campagne américaine vers le début du fleuve Saint-Laurent au Canada. ok. Et, Mhm. on a passé tout un été dans le Saint-Laurent. Et puis, comme on était rentré grâce à un permis de travail, on a décidé de prolonger un peu le voyage qui initialement était censé durer qu'1 an et demi. Et donc, Oui, j'allais dire, il y a eu des prolongations.
Du coup, on a sorti le bateau de l'eau pour l'hiver et on s'est installé à Montréal pendant 6 mois, histoire de renflouer un peu les caisses pour la fin du voyage. Et puis, on a fait le pari un peu fou de décider de rentrer par le nord au lieu de rentrer par les Açores. Et donc, on Mhm. a pris le chemin vers le Groenland, l'Islande, les îles Féroé, l'Écosse et on est arrivé en Belgique il y a un petit peu plus d'un mois. Ah, voilà, beau, beau, beau périple. C'était comment alors le Canada, le Québec? Génial. Nous, on a adoré. On dit toujours si on pourrait prendre toute la famille, tous les amis avec nous dans la valise, on irait probablement s'installer là-bas. On a vraiment aimé la mentalité, mais aussi l'espace, la nature. Ça a été assez unique dans tout notre voyage de voir des aussi grands espaces encore aussi vierges. Il n'y a pas de pollution humaine partout. Oui, c'est ça. Il y a encore un peu de grands espaces qui font rêver d'aventure. Ouais, Ouais. ça Ouais, doit être. c'est très chouette. Et alors, la retraversée par le nord, comment c'était? Froid. Dur. Non, c'était assez extrême dans les émotions, disons. Mhm. Donc, c'était, au lieu de faire une grande traversée, c'était plusieurs plus petites ou moyennes traversées. Et les traversées étaient vraiment pas faciles euh, à cause du froid, de la météo, des conditions. Par contre, une fois qu'on était arrivé au Groenland, en Islande, même Terre-Neuve et Labrador au Canada, c'était juste incroyable, les paysages et la nature qu'on y a découvert. Donc, c'était un... Effort récompensé. Voilà, c'est ça. Ouais, le jeu en valait la chandelle, vraiment. En regardant, oui, c'est ça. En regardant en arrière, vous dites pas purée, la mauvaise idée. Vous dites waouh, on en a bavé, mais waouh, on a bien fait. Ouais. Ouais, on a bien Mais on fait. réfléchirait à deux fois avant de Oh, recommencer. c'est ça que j'allais dire. Test ultime, vous le referiez? Écoutez, Oui, on l'a on fait une fois. pense, mais avec un autre bateau. Donc, en fait, quand on est arrivé à Reykjavik, la capitale de l'Islande, on nous annonçait qu'on était officiellement le plus petit bateau de l'année 2022 à avoir fait ce périple. Ah Et voilà. puis, en fait, la taille du bateau change quand même pas mal niveau confort, niveau vie à bord. Eh ben oui. Nous, on avait un petit bateau puisqu'on avait un petit budget. Et donc c'est assez exceptionnel qu'il y ait des bateaux de cette taille-là qui aillent aussi fort dans le nord. Et Mhm. puis, il y a aussi certains de nos parents qui ont dit, mais vous êtes complètement fou avec votre bateau en plastique d'aller au milieu des icebergs, vous allez couler, vous allez mourir, vous êtes complètement fou. Mais on avait enfin, un petit peu confiance en nous, peut-être pas à 100%, mais on y est arrivé, donc on est content. Ah bah disons, félicitations. Merci. La prise de risque calculée, je suppose, quand même. Vous n'avez pas l'air d'être totalement Oui. C'est inconscient. ça, c'est ça. Ben, en fait, on a mis toutes les chances de notre côté, on s'est beaucoup renseigné, notamment l'hiver au Canada, on a passé tout l'hiver à prendre des infos, lire des récits de gens qui l'avaient fait, des retours d'expérience, tout ce qu'il fallait préparer, toutes les erreurs à ne pas commettre. On contactait des gens qui l'avaient déjà fait, on lisait des forums. Après, on a par exemple installé un radar, installé un chauffage, des choses essentielles. On n'aurait pas pu. Ça aurait été totalement inconscient de partir sans le Oui, le radar. radar, il valait quand même mieux, quoi. Ouais. Ça, c'est clair. Et alors, les moments durs comme ça, comment on fait quand on commence vraiment à se dire, oh là là, là, c'est beau petit truc pour vous rebooster. Bah, en vrai, une fois que t'es lancé, quoi. Donc même si c'est dur, t'as pas le choix, faut continuer. Il n'y a pas de sortie de secours de j'en ai marre, apportez-moi un hélicoptère, je veux rentrer dans mon lit. Ah non, 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 mais je veux dire, je suis bien mariée à Amélie Lénard sur la Mini Transat. C'était la compote de sa maman. C'était la gourmandise était réconfortante. Et vous? Ben, dans le nord, c'était plus compliqué, mais dans toutes les autres traversées, ce qu'on faisait souvent, c'est que on allait tenir la barre la nuit, souvent avec un bon podcast ou de la musique. Et ça, en fait, ça permet de s'évader, en fait, de penser à autre chose, de faire un peu fonctionner ses ménages, parfois en écoutant certains récits d'aventure ou justement de se projeter plus loin dans la vie, puisque c'est quand même un moment de remise en question. Et donc, en fait, c'est un peu sortir du moment présent et puis essayer d'arrêter de penser à ce qui est dur. Ouais. Ouais, super. Ça marchait, mais aussi, en toute manière, on n'a pas le choix et on est obligé de mordre sur notre chic et puis d'avancer. Mais c'est sûr que quand
on arrivait que les conditions nous permettent de cuisiner un bon petit repas, ça booste toujours le moral de la troupe. Ouais. Ah ouais, ça c'est clair, on est gourmand en Belgique. Dans le Grand Nord, alors, qu'est-ce que vous avez vu qui vous a fait dire waouh? En fait, au Groenland, ce qui est impressionnant, il y a deux choses, je dirais. Il y a les montagnes. En fait, on navigue dans les Alpes, quoi, au pied des montagnes, disons. C'est vraiment des monts qui sont très hauts et enneigés et très découpés. C'est vraiment magnifique. Et alors, évidemment, les icebergs, ça, c'est juste, c'est waouh. C'est tellement il y en a des grands, il y en a des petits, ils sont bleus, ils sont blancs, ils sont bruns, ils ont des couleurs différentes, ils se retournent, ils se cassent, ouais, ils sont tous différents et c'est un peu comme observer un sort de paysage éphémère qui va tout le temps bouger et même changer en fonction de notre navigation, de notre point de vue par rapport à eux. Euh, ouais. Un paysage éphémère, c'est beau ça. Votre bateau, tiens, on n'en a pas parlé encore énormément. Le rachat de ce bateau, vous y êtes pris comment vous l'avez trouvé comment, le retaper est-ce que vous avez fait beaucoup par vous-même? Et puis alors, il faudra qu'on parle de son nom. Il a un super beau nom. Ouais. En fait, moi, j'avais de la chance d'avoir un tout petit peu d'expérience en achat de bateau, puisque pour le l'ULIC, donc qui est le club de voile de l'université de Louvain-la-Neuve, on avait dû remplacer le bateau. Et à l'époque, j'étais administrateur du club. Et donc, j'avais visité, je sais pas moi, peut-être 25, 30 bateaux différents. Je leur avais tous trouvé des défauts. Et puis je savais comment il fallait pas trop se faire avoir. Et Mhm. puis, en fait, il y avait le frère d'un de mes très bons amis qui revenait d'un tour de l'Atlantique avec le bateau de leur grand-père. Mhm. Ils avaient déjà navigué pendant une des vacances en Corse sur ce bateau. Je savais que c'était un super bateau. Et on a pris contact avec eux. Et puis, on l'a sorti de l'eau pour l'inspecter. On a demandé de l'avis à quelques violos de mer qu'on connaissait. Et puis, on s'est dit, bah, il faut le rafraîchir sérieusement. Mais c'est une très bonne base, quoi. Donc, en fait, on a visité un seul bateau et on l'a acheté. Et vous avez retapé à l'intérieur vous-même hein? Ah oui, on a fait vraiment beaucoup. On a presque tout refait. On a refait niveau esthétique, on a repensé et verni toutes les boiseries intérieures. Sinon, on a changé tout le câblage électrique, on a changé tous les instruments, on a installé un nouveau pilote, un nouveau frigo, des nouvelles voiles, on a Ah refait ouais, le quand même. safran, etc. Ah oui, oui, Ouais, je pas pense que mal. cumulé, on a fait environ 6 mois de travaux au total, dont 4 mois et demi avant le départ. À temps plein alors, ou c'était les week-ends? À temps plein. Temps Ouais, plein, gros temps plein. ouais, Ah ouais. ouais, 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 carrément. C'est pas mal. On a eu beaucoup d'amour dans le bateau qui s'appelle Sanzaru. On en parlait. Avant, il s'appelait pas Sanzaru, il s'appelait Danmei. Mais on avait envie de changer son nom. Et puis, on a cherché pendant des semaines et des semaines un nom qui avait un peu de signification, mais qui sonne bien aussi. Euh, du coup, on a cherché des noms des îles du Pacifique qui étaient fort impactées par le plastique. Enfin, voilà, on a cherché plein de choses. Et puis, il n'y a rien qui nous convenait. Du coup, un jour, Aline, en rentrant du boulot, Je vous passe, confirme, ça n'ira pas nécessairement mieux pour les enfants. elle passe devant un restaurant qu'on aime bien à Bruxelles, qui s'appelle Sanzaru. Et elle me dit, tiens, on n'appellerait pas le bateau Sanzaru. Quand Et- on vous disait que les Belges étaient Oui. gourmands. Bah oui, pourquoi pas. Mais on savait toujours pas ce que ça voulait dire. Et donc, on s'est renseigné. En fait, Sanzaru, c'est peut-être, vous voyez certainement les trois emojis sur WhatsApp, des trois petits singes qui se cachent les yeux, qui se cachent la La bouche et qui bouche se et cachent les les oreilles. oreilles. Oui, Et oui. donc, en fait, c'est une légende japonaise qui dit ne pas voir le mal, ne pas dire le mal et ne pas entendre Écoutez. le mal, écouter le mal. Ouais. Donc, voilà. Et le nom des trois singes, c'est Sansa. Comme ça, on en sait un peu plus sur ces petits singes qu'on voit sans savoir d'où ils viennent. Ouais. Et alors, quoi, vous voulez faire au revoir les louloutes. Vous voulez dire bonjour aux invités? Oui, vous êtes en pyjama, je sais bien, c'est normal. Dis-leur que vous voulez. C'est mes petites artistes, normalement elles posent toujours une question, mais là on n'a pas eu le temps de préparer. Une, Bonjour. Deux. cachée par le micro.
et de voilà, bonjour. T'as des questions pour des gens qui ont fait du voilier? Euh, Et toi, Valentine, t'as envie de poser une question? J'en fais pas vraiment autre chose. Ils ont fait quoi d'autre? Ils ont fait quoi d'autre que du voilier? Ah. Il s'est passé des choses. Ah, s'il s'est passé des choses, ok. Valentine, elle voudrait savoir ce que vous avez vécu comme aventure, ce que vous avez fait comme chose. C'est vrai, j'allais vous demander aussi, moi, s'il y avait un fait marquant. Et toi, Amandine, t'as une question que je puisse leur demander après ou pas? Ils ont fait un tour en voilier. Ils ont fait un grand tour en voilier sur l'Atlantique. Est-ce qu'ils ont rencontré des animaux? Est-ce qu'ils ont rencontré des animaux? Ah bah ça va, on va leur poser la question s'ils ont rencontré des animaux. Est-ce qu'ils ont fait de spécial? Et vous aurez la réponse demain. Parce que maintenant, c'est dodo. Bonne nuit, choupette. Voilà, c'est vrai que normalement, on fait toujours la question avec moi. Là, j'ai pas eu le temps d'enregistrer. Chance, elle passe. Donc, qu'est-ce que vous avez vécu comme aventure spéciale en navigation? Et est-ce que vous avez rencontré des animaux? Bah, on pourrait combiner les deux en un quand même. On a vécu une expérience assez folle en Guadeloupe où on a eu l'occasion de nager 2 fois avec un dauphin sauvage. En fait, on était arrivé dans une petite baie, on s'est mis à l'ancre et puis on savait que c'était une baie où il y avait souvent des dauphins qui passaient. Et là, on voit un petit bateau à moteur avec une petite famille qui tourne en rond entre les bateaux plus loin en se disant, mais qu'est-ce qu'ils font? Et puis, on réalise au fait qu'il y a un dauphin. Et donc là, on met nos palmes mastuba, on embarque la GoPro et on saute et on nage en direction de cette zone, mais sans vraiment savoir si on le verrait. Puis on avance, on avance. Et là, en un coup, au loin, on voit le dauphin arriver droit sur nous, à toute allure. C'est un peu stressant quand même, parce que c'est comme des grandes bêtes. Puis bon, ça reste un animal sauvage. Et puis, ça va très très vite, ouais. Ouais, et puis en fait, il jouait avec nous. Et pendant, je pense, 20 minutes, on plongeait en apnée un peu plus bas et il nous suivait, et puis il sautait, puis il tournait en rond, il faisait des bruits et tout. Et c'était juste hors du temps comme expérience, c'était fou. Ah, waouh. Et surtout que 2 jours plus tard, en fait, ça a recommencé. Ouais. Et on a de nouveau nagé avec le dauphin, et enfin joué avec le dauphin. C'est plus que nager. Ouais. Et c'était assez. On avait vraiment beaucoup de chance de pouvoir vivre à ce moment-là. Ah, clairement. Super beau souvenir, ça. Ouais. Ouais. Waouh. Et puis sinon, pour la question des animaux, on a aussi croisé énormément de belugas dans le Saint-Laurent. Des animaux assez incroyables. Mais là, comme l'eau était aux alentours de 4-5 degrés, ben, on n'a pas nagé avec. Ah, d'accord. Ouais, ça va, je viens de faire un podcast il y a 2 semaines avec quelqu'un qui a nagé avec les belugas. Mais c'était un professionnel, effectivement. Et effectivement, c'est une bête très sympathique. Il dit c'est sourire permanent hein, avec leurs Ouais. petites bouilles. Ah, donc vous en avez vu beaucoup dans le Saint-Laurent alors? Ouais. Ouais, ouais, ouais. En fait, on a eu la chance de passer plus ou moins un mois à Tadoussac, qui est une des régions du monde où il y a le plus de mammifères marins. Hmm. Malheureusement, enfin malheureusement, ou je sais pas ce qu'on doit dire, il y a énormément de tourisme lié à l'observation des mammifères. Et donc, c'est tous des bateaux de touristes qui foncent pour aller observer au plus près les baleines. Et malheureusement, ça les dérange un peu Ouais, ouais. dans leur mode de vie. Mhm. Surtout les belugas, qui sont des animaux très joueurs, très curieux, qui peuvent aller jusqu'à oublier de s'alimenter pour jouer par curiosité. Ah ouais. Donc voilà, il y a des règles du parc marin là-bas, mais je pense que tout le monde ne les respecte pas toujours. Voilà, on va dire ça comme ça. Mhm. Le bien et le moins bien, c'est important que les gens voient les animaux sauvages, mais c'est vrai qu'il Ouais. faut leur laisser de l'espace. Ouais. Donc on a parlé de sensibiliser. Qu'est-ce que vous avez donc fait pour la sensibilisation? Vous faisiez les communications sur les réseaux sociaux, vous étiez en contact avec des écoles, ça s'est passé comment? Il y avait tout un volet via les réseaux sociaux et notre site web où on tenait les gens au courant de nos aventures et un peu de nos observations. Mais après, ce qu'on a fait plus concrètement, on a fait une grosse action de sensibilisation en Martinique où pendant une semaine, on a été dans 5 écoles différentes avec des élèves allant de 6 à 18 ans. Et donc, on a d'abord été dans les écoles présenter notre projet et donner un peu plus de trucs théoriques, disons. Et ensuite, le lendemain, ils venaient voir le bateau et on leur montrait le filet d'échantillonnage. On leur expliquait toute la procédure d'échantillonnage, mais aussi le fait de devoir être autonome sur un bateau,
le fait que l'eau potable, c'est précieux, que l'électricité, ben, on la crée avec nos panneaux solaires et notre hydrogénérateur et qu'il ne faut pas la consommer bêtement. Un peu toute cette notion d'écologie qu'on essaie de faire passer. On a fait ça aussi au Québec, dans une université. On organisait aussi des ramassages de déchets sur la plage avec parfois enfin, les autres conférenciers. Mais aussi, on s'était fixé comme objectif de prendre au moins 5 minutes sur chaque plage où on passe pour ramasser des déchets. Mhm. Donc, parfois, on passait juste et c'était rapide. Parfois, on y passait tout l'après-midi pour essayer de les nettoyer. Et donc ça, on partageait aussi. Voilà. Ah, c'est chouette. Et la collecte, alors, vous avez eu des retours sur vos collectes? Ça a permis de faire avancer le schmilblick. Vous avez eu quelques données, Oui, ben là, en fait, on a les résultats des 39 premiers échantillons qui Mhm. correspondent en fait à tous les échantillons depuis notre départ Jusqu'au jusqu'au Québec. Québec. Ça, on a su tout envoyer en Suisse. Ils ont eu le temps de les analyser. Et puis là, on a envoyé il n'y a pas si longtemps notre deuxième paquet d'échantillons, on va dire. On leur a envoyé en En gros 20, 30. 25 échantillons, je ne sais pas exactement. Il n'y a pas longtemps. Et puis eux, ben, le truc, c'est que ça prend entre une demi-journée à 2 journées par échantillon. Et puis on n'est pas le seul bateau bénévole. Donc on n'a pas encore les résultats du retour par le Nord. Et donc, ils étudient un peu pour voir où il y a le plus la plus grosse concentration de microplastique, ou c'est quel genre d'études qu'ils font, ou quel type de Euh, plastique ou... donc, par échantillon, ils vont aller trier selon les types de plastique, donc les filaments, les mousses, les films, les plastiques rigides, etc. Et ils vont définir la concentration de chaque type de plastique et la concentration globale. Qui peuvent définir parce qu'on prend, nous, quand on prend l'échantillon, on prend des données avec un débitmètre du nombre d'eau et du nombre de volumes filtrés, de la distance qu'on parcourt et tout ça. Donc, ils peuvent créer des données comparables. Et ensuite, ils les mettent accessibles sur leur site web sur une carte interactive. Et puis, ils envoient les données détaillées à la base à la base de données des Nations Unies. Quel est l'échec qui vous a le plus appris? On a tous des grosses claques, des fails qui nous construisent quelque part, qui nous permettent d'aller plus loin ou de mieux faire la fois suivante. Ben, je pense qu'au début du voyage, on a mis du temps à comprendre que en voile, quand on fait un grand voyage, il faut pas avoir de deadline parce que sinon on prend des mauvaises décisions puis on part en mer quand il faut pas. Donc, par exemple, avoir rendez-vous 3 mois à l'avance avec quelqu'un, se dire qu'on va le rejoindre à cette ville-là, à cette date-là en Espagne, alors qu'on doit traverser le golfe du Gascogne avant, c'est pas toujours les meilleures décisions. Puis on s'est pris quelques belles mers dans la gueule et donc on a adapté aussi nos navigations futures par rapport à ça. Ouais, c'est une leçon qui a pris du temps à rentrer parce qu'il y a souvent, on voyait pas beaucoup notre famille ou nos amis et on avait envie de se fixer rendez-vous, mais on leur disait, mais non, en fait, on pourrait te fixer rendez-vous 4 jours à l'avance, mais pas plus, quoi, parce que on sait pas où ou quand on sera à un tel endroit. Ouais. Donc ça, on l'a bien appris en cassant pas mal de trucs sur le bateau. Ouais, en fait, toutes les fois où on a fait des bêtises matérielles, disons, c'était chaque fois parce qu'on avait des contraintes de timing. C'est dur hein, de se défaire de cette manière de vivre à l'européenne. Ouais. Telle date, telle heure, telle minute et telle seconde. Et ça a fait du bien de pouvoir lâcher ça un moment. Oui, ça nous a fait grandir d'une certaine manière, de lâcher prise pour certaines choses. Et là, alors, le succès dont vous êtes le plus fier dans toute cette aventure? Moi, des moments très personnels, disons, que Mhm. je retiens vraiment fort, c'est pendant la traversée de l'Atlantique, euh, quand j'avais le dernier quart de nuit où tu commences. On avait un problème de pilote automatique, donc on tenait la barre 24 heures sur 24. Et Ah donc, ouais. tu fais 3 heures de quart à la barre qui commence sous les étoiles. Et puis, le lever du soleil. Et alors, si le vent est bon, on hissait le spi.
Euh, et donc, les moments où les trois mecs dormaient, puis j'arrivais à aller tout installer toute seule, hisser le spire, prendre la barre, au lever du soleil, c'est des moments où j'étais plutôt fière de moi. En plus, Ouais, c'est de puis très très un beaux autre moments en moment, navigation. un peu de fierté, on va dire. Je pense que c'est quand on est arrivé à New York. Là, on a eu Hmm. quelques jours de conditions vraiment intenses en mer, avec des vents assez forts, et puis plus de vent du tout. Donc, on a un peu vécu toutes les émotions. On est parti des eaux super chaudes où l'eau était à 28 degrés et demi du côté de Saint-Martin. Et puis, on a quitté vraiment cette chaleur et le Gulf Stream pour arriver à New York où il faisait froid. Et puis, il y avait du brouillard vraiment sur la fin de la traversée. Et puis, d'un coup, le brouillard s'est levé. On était devant Manhattan, devant la Statue de la Liberté. Ça, c'était un moment où on était quand même fiers, on va dire. On Ouais, était super heureux d'avoir réalisé cette traversée, quoi. ouais, C'était un peu magique, c'est comme dans les films. ouais. Quand tu Mais oui, non, mais carrément, carrément. Oui, oui, arriver à New York en voilier, c'est. Ouais, c'est mythique, quoi. En fait, on est Trop vraiment bien. au pied de Manhattan, quoi. C'est la mer, en fait. Si cet épisode te plaît, n'hésite pas à t'abonner et à en parler autour de toi. Cela aide beaucoup le podcast à se faire connaître. Merci d'avance. Puis ce qui était fou aussi, quand tu parles de brouillard, c'est quand on a quitté le Groenland pour passer de la côte ouest à la côte est du Groenland sans descendre jusqu'au sud et aller dans les mers qui sont assez agitées vu tous les vents et les courants qui se concentrent là. Il y a un fjord qui s'appelle Prince Christian Sund qui traverse en fait le Groenland d'ouest en est et qui permet d'arriver plus en sécurité de l'autre côté puis démarrer la traversée vers l'Islande. Et donc, on était sur la côte ouest et puis on a réalisé qu'il y avait une bonne fenêtre météo pour traverser. Et donc, mais il fallait partir le lendemain matin, mais on avait encore tout l'énorme fjord à faire. Et donc, on est parti, on a vite dormi 3 heures. À 3 heures du mat, quand le soleil se levait, on est parti. On a traversé ce magnifique fjord et on est arrivé un peu trop tard sur le timing pour pouvoir aller se mettre sur le petit ponton. Et il y avait du brouillard, des rochers, il faisait nuit, et donc c'était pas safe d'aller s'amarrer là-bas. Et donc on s'est dit, bon, on peut pas non plus quitter maintenant et commencer la traversée parce qu'on traverse une zone de glace et donc c'est dangereux de le faire de nuit. Donc on a commencé à mettre le moteur au ralenti et essayer d'avancer le plus lentement possible pour quitter ce fjord. Et là, à travers le brouillard, il y a eu des aurores boréales, chose Hmm. auxquelles on n'avait pas du tout pensé parce qu'on n'était pas vraiment dans la saison. Et donc, Mhm. c'était assez magique. On était tous les trois épuisés. Puis, il y avait ce petit signe de dire, allez, ça va aller, vous allez y arriver. Donc, je suppose qu'il y avait des gens sur le bateau de temps en temps et que ça changeait parce que c'était tous les quatre et puis tous les trois, ou alors vous entendiez vraiment pas avec le quatrième, il passait par-dessus bord. Ouais, on a eu des équipiers pour les grosses traversées. On a eu Mhm. 2 amis pour la traversée de l'Atlantique. Et puis, on a eu un ami qui est venu des Antilles vers New York et mon frère qui est venu du Canada vers le Groenland et l'Islande. Ok, voilà. C'était sympa d'avoir dans les équipages qui se renouvelaient comme ça un peu des Ouais. gens différents. Et c'était aussi parce que s'il y a un ou deux qui avaient un souci ou qui étaient malades ou quoi aux caisses, ben, gérer tout le bateau en solitaire, ben, ça peut se faire, mais Oui, c'était quand même voilà, c'est plus un peu confort d'avoir. sécurisant d'avoir une paire de bras en plus. Il y a beaucoup de citations sur votre site web, j'ai vu. Laquelle vous parle le plus? Je pense qu'une très classique serait qu'en 2050, il y aura plus de plastique dans les océans que de poissons. Quand on y réfléchit, c'est assez choquant Ouais. et ça Mhm. marque. Et sinon, il y en a aussi des dans la séquence inspiration, comme on a dit dans Ushuaïa. Ouais, donc il y a une citation It's the possibility of having a dream come true that makes life interesting. Donc je pense que ça représente quand même assez bien notre projet qui a été un rêve pendant des années. Puis Oui, on c'est la s'est dit à un moment possibilité donné, de réaliser ses rêves qui rend la vie intéressante. ouais. C'est vrai que c'est beau. Puis, parti quoi, on se lance, puis on verra bien après. Mais le plus dur, c'était de se lancer. Le plus dur, c'est de se lancer. Oui, Et il y a beaucoup, exactement. beaucoup de gens qui rêvent de réaliser ce genre de projet, mais qui trouvent toujours des excuses plus ou moins bonnes, on va dire. Parce que c'est vrai qu'on peut toujours trouver des excuses, mais à partir du moment où on a vraiment décidé, nous, c'est le fait de s'être fixé une date de départ qui nous a Mhm. poussé à y arriver. Et puis, ben, c'est vrai qu'il y aura il y aura un paquet d'embûches. Et puis,
tout le monde dit, ah, vous avez trop de chance, etc. Mais aussi, on a fait une croix sur beaucoup de choses en partant. Euh, Mhm. Notamment, je sais pas, moi j'ai des filleuls que j'ai pas pu voir pendant longtemps. C'était un Mhm. peu difficile, ou la famille, enfin plein de choses qu'on a ratées, des mariages de gens très proches, etc. Mhm. Voilà, c'est notre choix et puis on va pas se plaindre. Mais ça fait partie du projet, quoi, du voyage. Ouais, carrément. Mais justement, je me disais, un projet comme ça, monter un tel projet, comment, enfin, quelles ont été les grosses étapes de votre projet? Vous avez fait des levées de fonds aussi, enfin, c'était vraiment un gros truc, quoi, hein. Petit à petit, évidemment, ça se construit, mais... La première étape qui a été l'étape déclencheuse de tout le reste, c'est évidemment l'achat du bateau. Et puis la création et la recherche du projet Site de plastique, de qu'est-ce qu'on pouvait faire concrètement, de contacter l'association pour laquelle on a pris les échantillons. On voulait pas juste sensibiliser avec des mots, on voulait vraiment avoir des actions concrètes. Donc toute Et cette donc là, vous partie. avez commencé à faire des recherches sur Internet pour voir, tiens, qu'est-ce qui fait Ouais, ça? Plastique, ah tiens, bonjour, on est deux petits Belges, on va faire ça, ça vous intéresse? c'est tout à fait Voilà, ça. Et trop puis, chouette. bah, tout ce projet-là, il demandait quand même un certain budget. On devait acheter, nous, le filet, par exemple. On devait équiper le bateau de certains instruments qu'on n'aurait peut-être pas dû installer si on ne prenait pas d'échantillons. Et donc, on a décidé de faire une collecte de fonds pour nous aider à financer la moitié du projet. Donc, la Mhm. moitié, c'était nos économies de notre dur labeur pendant les années précédentes. Et puis, l'autre moitié, ça a été l'aide de gros sponsors, de sponsors techniques et puis du crowdfunding. Mais c'est vrai que ça a été beaucoup plus facile d'en trouver pour la deuxième partie du projet que la première. Puisque la Mhm. première, il fallait toquer à toutes les portes et puis pas grand monde qui nous répondait. Puis ouais, ça a été un travail intense. On remercie d'ailleurs très fort tout notre entourage qui a participé parce que bah, sans eux, on n'y serait pas arrivé, c'est sûr. Ouais. Et puis en même temps de tout ça, on travaillait tous les deux à temps plein pour faire encore des économies aussi. Donc Ouais. on jouait sur quelques terrains en même temps, quoi. Et donc après, c'était, ouais, en plus le matériel, une fois qu'on a l'argent pour l'acheter, on ne veut pas acheter n'importe quoi. Donc bon, bah, heureusement, tu étais là-dedans depuis longtemps, mais on fait encore quelques petites comparaisons pour être sûr de prendre quelque chose qui correspond à tout. Ouais. Se manger les fiches techniques et voir si ça va être bien adapté pour le chaud, pour le froid. C'est ça. C'est... Mais en fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'au début, quand on préparait le voyage, on pensait pas du tout rentrer par le nord. C'est vraiment en étant au Ah, en Canada, plus. on s'est dit, eh, mais en fait, plutôt que de rentrer par les Açores, on pourrait aller par la route du Nord. Ouais. On s'est fait, ah, oui. Et puis après, on a été tout l'hiver pour se préparer à ça. Mais à Et la base, rechercher des nouveaux sponsors. c'était pas du tout le projet. Et d'ailleurs, je l'ai dit à certains moments, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? J'ai jamais rêvé d'aller là. Mais il y a tellement de gens qui m'ont dit, une fois que tu découvres cette partie du monde, tu n'arrives plus à l'oublier, à t'en passer, quoi. Après ça, le sud, ça devient presque fade. Je ne serais pas mécontent de retourner dans le sud, mais c'était l'expérience que j'en avais eue. Ok, ok. Ah oui, donc la recherche, le projet a continué à se faire en route, quoi. Ouais. Ouais, Ah, ouais. waouh. Quels sont vos projets à venir? Là, c'est déballer nos caisses et c'est s'installer un peu. Donc, on veut se réinstaller en Belgique, puis on est tous les deux à la recherche de boulot pour l'instant et à la recherche d'une petite maison ou d'un appartement parce qu'on a vendu notre voilier la semaine passée. Donc, Ça voilà. n'a pas été trop dur? Si, quand même. Mais c'est des chouettes nouveaux propriétaires, donc on est content. Ah, chouette. Bah, félicitations. Donc, une page qui se tourne, mais que vous allez présenter donc au festival Into the Blue. C'est cette aventure-là que vous allez présenter dans votre film qui s'appelle... Oui, retour par le nord, Voilà, vous êtes projeté, c'est quel jour? Vous êtes le projeté samedi quel jour? 26 novembre. Si je me demande si c'est pas déjà full, mais... Ouais, c'est Ouais, ça le Ok. c'est out. sold out. Mais on a une deuxième date de projection qui n'est Ok. pas encore sold out, mais à mon avis qui va pas tarder à l'être. C'est le 30 novembre à Louvain-la-Neuve. Ah, vous passez où? On fait une projection avec notre club de voile Lulic, donc ce sera juste notre film et puis une séance questions-réponses après. Si on veut voir un petit peu votre aventure, tout est toujours sur vos réseaux sociaux ou on vous retrouve où sur les réseaux sociaux? On a notre page Instagram et Facebook, et puis il y a notre site web où il y a tous les liens aussi. Et toi, on vous cherche sur See the Plastic, on trouve tout ça? SEA, donc comme la mer, See the Plastic. Ok. Un message que vous voudriez faire passer par rapport à toute cette aventure, la conclusion? Je dirais qu'on aime bien en faire passer deux. Le premier, c'est de réaliser ses rêves, en fait.
qu'il soit tout petit ou énorme. En fait, il faut foncer, quoi. Il faut y aller. Puis oui, ce sera dur et oui, il y a des sacrifices à faire, mais il faut le faire, quoi. Faut vivre sérieux. Et le deuxième? Ce que j'aime bien dire, c'est que au final, il faut pas qu'il y ait que quelques personnes qui soient zéro déchet, mais il faut plutôt que des millions de personnes changent quelques habitudes par rapport aux déchets plastiques et surtout au plastique à usage unique. Et donc, c'est important que chacun fasse des efforts dans sa vie quotidienne, mais ça peut aller. Enfin, il faut commencer simplement. Ça peut être juste ne plus acheter de légumes emballés dans du plastique ou ne plus acheter des bouteilles de plastique. Et puis, petit à petit, ajouter des choses et faire comme on peut, quoi. On peut pas être tous parfaits, mais si on fait tous des efforts, ça changerait tout. Ouais, je suis tellement d'accord avec toi. C'est vrai, quand je regarde tous les flacons de savon liquide, etc., je me dis, bon, ben voilà, si les shampoings, ça dérange, ben, peut-être quand même qu'on n'a pas besoin d'un savon liquide à côté de l'évier. Enfin, je ne sais pas, il y a des savons solides aussi. Et tu te dis, ben voilà, c'est pas nécessairement qu'il faut tout supprimer tout de suite. Bon, évidemment, c'est génial à ceux qui arrivent à le faire. Et oui, c'est génial si on y arrive tous à le faire un jour. Mais on peut déjà commencer par ce qui est facile, quoi. Redécouvrir les savons solides, redécouvrir les choses en vrac, pas tout, mais déjà une partie, quoi. Parce que c'est vrai que parfois les gens veulent tout faire, ils disent oh mon Dieu, mais non, mais c'est beaucoup trop compliqué. Tandis que si déjà tu réduis de 30%, mais c'est énorme, de 50%, mais c'est génial. Et puis voilà, Mais très, nous, très, très on s'était d'accord. rendu compte que on a regardé notre poubelle, en fait. On s'est dit, à quoi notre poubelle? Et elle était quasi que remplie d'emballages alimentaires. Et donc, on se dit, mais enfin, c'est pas possible parce il y a 100 ans, ils n'avaient pas ce plastique et ils pouvaient quand même manger. Donc, c'était quoi la différence? Et en fait, on a trouvé quelques bonnes adresses, nous, en habitant Bruxelles, pour acheter en vrac. Et bon, c'est vrai qu'au début, faut juste changer ses habitudes, mais après, après, on mangeait la même chose et on avait, je sais pas moi, 80% de plastique en moins. Ouais, c'est ça. Et Et parfois on se dit oui, mais j'ai perdu du temps avec. Bah, il suffit de trouver un petit magasin qui est déjà pas mal achalandé ou une rue où il y a plusieurs trucs. Ouais. Et puis on se rend compte qu'on gagne parfois du temps parce que dans les énormes grands magasins, on perd un temps fou à chercher 36 trucs. Quand tu as déjà moins le choix, tu te prends moins la tête. C'est plus relax aussi, je On trouve. mange plus sainement aussi, parce ouais, nous, que ça nous coûtait Ouais. moins cher en fait. on Ah achetait oui. des bons légumes et puis les féculents qu'il nous fallait en vrac, mais on n'allait pas commencer à acheter le paquet de chips, le Kinder Bueno et la grenadine en bouteille. Ouais, on allait juste à l'essentiel et puis des produits de qualité. Et puis, en fait, ouais, c'est ça. On s'est rendu compte aussi qu'on avait beaucoup plus de plaisir à faire nos courses là-dedans. En fait, tu Moins de vois, monde, moins de bruit, prends moins une de... tomate, tu peux toucher la tomate, tu peux sentir la tomate, elle n'est pas emballée dans Tu 5 peux couches de l'écraser et puis plastique. après tu la remets. C'est génial. Non, mais c'est intéressant que tu dis qu'en plus ça vous revenait moins cher finalement. C'est étonnant ça. C'est bio en plus. Bah super, ça c'est déjà un chouette petit message à faire passer aussi. Ok, bah écoute, ça fera super plaisir de vous croiser en tout cas au festival. Ouais, merci. Merci. À bientôt alors. À bientôt. Salut! Tu retrouveras toutes les infos sur Damien et Aline dans les notes. Tu y retrouveras également un lien vers la page web de l'épisode où je t'ai mis en plus pas mal de photos mais aussi des vidéos, citations et autres liens vers ce dont nous venons de parler. On se retrouve prochainement pour un épisode avec un scientifique, Adeline Loyou, qui a écrit un livre que j'ai adoré. Je ne t'en dis pas plus pour le moment, mais on quitte la mer pour se retrouver en montagne cette fois. Et tu verras qu'être scientifique, eh bien, ça peut être rudement sportif. Alors n'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater. Merci et à bientôt.